On va parler de Nicolas Sarkozy, et ça c'est l'ouverture du procès avec le financement libyen. Je vous propose peut-être de voir le sujet de Célia Barotte. Vous êtes le dernier qui a interrogé Mouammar Kadhafi ? Oui, il était presque encore vivant. C'est qu'il était un peu figé. Il était entouré de cours. Il y avait tous les chefs des services secrets qui étaient là. C'était quand ? L'hystérie générale. C'était en 2012, c'était en mars 2012. Il regardait, quand il vous parlait, il regardait toujours un petit peu au-dessus de vous, au loin, comme s'il discernait l'avenir. C'était un peu difficile de l'interviewer. Mais il y avait autour de lui vraiment une folie collective. Hein. C'est ça qui a été le plus impressionnant. Je suis pas sûr que les Français connaissent parfaitement ce dossier libyen, qui est tentaculaire. Mais personne ne connaît le dossier libyen. Je veux dire, Tripoli a été bombardé, les arsenaux ont été ouverts, tous les protagonistes de ce régime qui était un peu dingue se sont dispersés, tous les services secrets ont enquêté, piétiné les scènes de crime, et personne ne retrouvera jamais le dernier mot de la vérité. Même l'ambassade de France a été cambriolée, vous savez, par les services secrets français d'ailleurs, parce que le dernier ambassadeur à s'enfuir, à partir, avait laissé derrière lui. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de preuves, tous les secrets d'État. Quand je dis qu'il n'y a pas de preuves tangibles dans ce dossier, est-ce que j'ai raison ? Ce qui est extraordinaire dans le dossier Sarkozy, ce qui est fascinant dans le dossier libyen, c'est que les principaux protagonistes, donc les témoins de l'accusation, sont tous des témoins, mais vraiment sans aucune moralité. Et ce n'est pas insulté de dire que M. Takieddine a des versions, a une vision de la vérité qui est fluctuante. Vous avez vu le document à partir duquel Mediapart lance la campagne et sur lequel se repose l'accusation au départ, qui enclenche l'enquête. Puisqu'il publie un document qui accable Nicolas Sarkozy. Mais qui n'aura jamais été authentifié. Vous regardez le document, c'est une feuille de papier comme ça, avec le tour, elle est bordée aux couleurs de la Jamaïria libyenne, donc de la République libyenne, en vert, jaune. Sauf que le tour est totalement décoloré, alors que le texte au centre est parfaitement intègre, noir sur blanc, ça se lit très bien. Donc on comprend que le papier qui a servi a été à de multiples reprises photocopié. Donc c'est un faux. Je veux dire, votre fils vous apporte ça de l'école, vous savez qu'il est en train de se foutre de vous et vous l'envoyez dans sa chambre. Je vous propose, Vincent, Vincent Everett, peut-être. N'a pas été retenu. Oui, il n'a pas été retenu. Sauf que la plainte en diffamation lancée en représailles par Nicolas Sarkozy, elle a été instruite et a donné à l'affaire l'occasion de se développer, de s'enclencher, etc. Alors la difficulté... Toute l'affaire est comme ça. Oui. Toute l'affaire est comme ça. Et s'il n'y a pas de preuves, c'est la difficulté. Et moi, ce qui fait peur pour un justiciable, c'est quand la machine judiciaire s'est mise en marche, et on l'avait vu pour l'affaire Fillon, c'est très difficile derrière, pour ceux qui jugent, de déjuger un travail de 10 ans. Parce que ça veut dire que les magistrats n'ont pas fait leur job. Tout fait ventre. Tout fait ventre. C'est la pêche au chalut. Par exemple, quand j'ai fait l'interview de Sarkozy et de Kadhafi, le guide, frère guide, quand j'ai fait son interview, on avait 2 traducteurs. Il y avait le traducteur habituel du guide, qu'il ne quittait pas, qui était l'ambassadeur Missouri. Alors l'ambassadeur Missouri était extraordinaire. Vous disiez à Kadhafi, mais dites donc, frère guide, vous allez mourir, il y a de jeunes révolutionnaires qui vont venir, qui vont vous saisir et qui vont vous pendre. Alors ça donnait, traduit par l'ambassadeur Missouri, frère guide, est-ce qu'une nouvelle Jamaïria libyenne est possible ? Ça, c'était la traduction réelle que l'ambassadeur faisait de vos propos, de mes propos. Mais vous l'appeliez frère guide ? Ben c'est comme ça qu'il fallait l'appeler. Oui, frère guide. Le journaliste. C'est la servitude du journaliste. Non, je disais colonel Kadhafi. Lui disait frère guide. Je vous propose de voir le sujet de... C'est un témoin d'accusation aujourd'hui. Oui. Monsieur Missouri est un témoin de l'accusation. Oui, c'est un témoin. Bon, je vous propose de voir le sujet je vous propose de voir le sujet de Célia Barotte. Je le répète, je suis pas sûr que tout le monde comprenne précisément tout le dossier. En revanche, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un entêtement. On va dire comme ça, le mot acharnement, mais il y a un entêtement. Non, et ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de preuve, c'est quand même le fond du... Ça, c'est le cœur du cœur de la chose. Il n'y a pas de preuve et on n'a toujours pas trouvé l'argent, au demeurant. 73 tomes, 4800 pièces, quel boulot. Bon, je vous propose de voir le sujet de Célia Barotte et puis après on parlera de politique avec Gérald Darmanin.
Sur le financement de sa campagne électorale de 2007, Nicolas Sarkozy va devoir s'expliquer face à la justice. Pendant 3 mois, 3 fois par semaine, l'ancien président de la République va être jugé pour plusieurs chefs de prévention, notamment recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. À ses côtés, sur le banc, 12 autres prévenus prendront place, dont Claude Guéant, Éric Woerth et Brice Hortefeux. Cette procédure remonte au mois de mars 2011 avec les révélations d'une agence de presse libyenne, les révélations de Saïf al-Islam Kadhafi et de Mouammar Kadhafi. À cela s'ajoute un document publié par voie de presse présenté comme une note issue des services secrets libyens et les déclarations de Ziad Takieddine qui mentionnent un accord de Mouammar Kadhafi pour financer la campagne présidentielle à hauteur de 50 millions d'euros. À l'issue de ce procès, Nicolas Sarkozy encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Une peine complémentaire d'inéligibilité peut également être prononcée. Bon, d'autres. Juste un mot ou pas là-dessus? Je vous en prie. Le dernier mot, mais le problème en fait qu'on a, c'est que rien ne nous garantit aujourd'hui que Nicolas Sarkozy sera jugé comme un justiciable comme les autres, pour toutes les raisons que vous avez dit, et parce que des juges veulent se le payer. Et ça, c'est quand même effrayant, ce qui se passe sur ce pays. Bon, d'autres collaborateurs sont jugés. Béchir Saleh, Alexandre Djouri, Thierry Gobert, Édouard Hulmeau, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth et Ziad Takieddine qui ne sera pas là. Djouri sera là? Oui, c'est pas tout à fait les mêmes. Djouri ne sera pas là non plus, sans doute? Non, je ne crois pas, mais c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas les mêmes genres de personnages. Vous avez des intermédiaires qui toujours essaient de se faufiler dans les contrats. Vous savez que la Libye, au moment où Kadhafi est tombé, était une sorte de terre de cocagne. C'est le seul moment, finalement, où depuis 69, depuis la Révolution, et depuis son arrivée au pouvoir, le seul moment où ça devenait un peu prospère, hein, et où il y avait un début de secteur privé, ils voulaient se développer. Bon, c'est un moment, ils nous achetaient des Mais restons Airbus. sur le procès. Restons sur le procès Sarkozy. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens étaient aux aguets, essayaient de se faufiler. Bon. Et vous avez des ministres d'État, Hortefeux, Guéant, qui eux aussi essayaient effectivement de profiter de cette ouverture du régime et de la main qu'on pouvait en attendre pour le pays, évidemment. Maintenant... Bon, on va suivre ce procès. 3 audiences par semaine. Moi, je voudrais que l'on ouvre le procès de l'UJP. C'est quoi l'UJP? Les jeunes gaullistes. Parce que je me souviens que Kadhafi a financé l'UJP à la fin des années 60, du temps de Pompidou. Je vous assure. Si. Roland Dumas m'avait dit aussi que 6 millions d'euros avaient été versés à un candidat du Parti socialiste. Gérald Darmanin n'est pas venu pour rien, si j'ose dire, sur Radio Luxembourg ce matin, Thomas Bonnet, parce que je disais c'est le premier couac. Oui. Et c'est important quand même, parce qu'il dit l'exact contraire de Madame Borne. On voit bien d'ailleurs que ce gouvernement aura du mal à avoir une cohérence, parce qu'entre Madame Borne et Monsieur Darmanin, il y a une sensibilité politique qui est différente. Alors, on va écouter ce qu'il a dit sur Mayotte, sur le droit du sol, puisqu'il contredit d'abord sur Nicolas Sarkozy. On va d'abord écouter ce qu'il a dit sur Nicolas Sarkozy, sur la justice française et sur Marine Le Pen, me dit Marine Lançon. Et après, on écoutera ce deuxième passage, parce que vraiment, c'est 2 interventions qui vont être fortement commentées aujourd'hui. Le député Darmanin a raison de parler librement, comme tous les parlementaires, c'est même constitutionnel. C'est pour ça qu'ils ont des immunités, les parlementaires. Mais est-ce qu'un garde des Sceaux peut dire ça ou penser ça? Non, le garde des Sceaux garde in pectore ce qu'il pense des situations individuelles et politiques. Moi, j'ai une relation personnelle avec Nicolas Sarkozy, chacun le sait, mais la justice est indépendante, elle fera son travail. Je n'ai pas de relation personnelle avec Marine Le Pen, et chacun le sait, et la justice sera indépendamment. Donc ce tweet, vous le retirez un peu ce matin quand même? Non, en tant que député, on est libre, et j'assume ma liberté de député, totalement. Bon. Il ne peut pas dire autre chose. Voilà, les rôles sont très différents. Un député affiche son soutien à Marine Le Pen lors d'un réquisitoire qu'il estime trop sévère. Il est dans son droit. En tant que garde des Sceaux, il doit évidemment maintenir une distance avec ses décisions. Deuxième passage que je voulais vous faire écouter ce matin de Gérald Darmanin, et ça, j'ai le sentiment peut-être que les gens peuvent être surpris de ça. Il dit la République ne répond pas sur ces affaires de drogue. Et à force de dire que la République ne répond pas, c'est quand même ennuyeux, parce que elle est faite. Lui, la République. Elle est faite pour répondre. Écoutez le ministre de la Justice. Ils sont très ingénieux. Il faut 500 millions d'euros de plus pour mettre du brouillage techniquement dans toutes les prisons françaises. Nous n'avons pas la capacité technique de brouiller toutes les prisons françaises aujourd'hui, parce que par ailleurs, vous brouillez également les gens qui habitent tout autour. Au Baumettes à Marseille, il y a des maisons tout autour. Si vous habitiez près des Baumettes, vous n'auriez pas envie de pas pouvoir passer vos conversations téléphoniques. Et quand bien même vous brouillez des téléphones, ils peuvent passer par d'autres moyens technologiques pour pouvoir contourner ce brouillage. Pour l'instant, la République est battue. C'est pas si simple. Pour l'instant, la République est en échec sur cette question.
est en échec, vous l'aurez compris, c'est pour les téléphones portables dans les prisons, c'est les brouilleurs, etc. La République est en échec. Moi, je trouve ennuyeux d'entendre ça. Je suis assez d'accord. C'est ennuyeux parce que la République, voilà, il y a peut-être d'autres solutions en fait. Oui. Les Français ont confié des mandats successivement à des responsables politiques justement pour pas que ces problèmes se posent. Malheureusement, force est de constater qu'ils se posent. Et surtout, ce qu'il dit, comme si les trafiquants avaient une avance technologique sur la réponse, que ce soit des forces de l'ordre, des magistrats. Là aussi, c'est très inquiétant, à mon sens. Virginie Giraud. Mais faire preuve d'honnêteté, à mon avis, est quelque chose de bien. Parce que dès lors qu'il dit on n'est pas à la hauteur, les citoyens vont regarder effectivement nos élus, nos ministres, et vont les sommer d'agir. Et donc, forcément, avouer la faute fait passer... Virginie Giraud, c'est possible ce que vous dites, Elisabeth Lévy. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Vous lui reprochez de ne pas être dans le déni. Il n'a pas dit... Il ne faut que la République ne passe rien. Elle a dit pour l'instant, c'est un fait que tout le monde peut voir. Et moi, je préfère. Ça ne répond pas. Alors c'est mieux, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est mieux qu'être dans le déni, bien sûr. Oui. Mais si tous les jours tu dis écoutez, la République est en danger, ça m'ennuie parce que on peut peut-être prendre des mesures. Il a dit pour l'instant. Vous oubliez ce pour l'instant. Oui, mais ça fait 50 ans en fait qu'elle est en danger, la République. Vous ne pouvez pas lui reprocher de faire un diagnostic. Franchement, je lui reproche rien à Gérald Darmanin parce qu'il n'est pas dans le déni, il a les mains dans le cambouis et il veut faire bouger les choses. Je dis simplement que ce type de discours pour les Français, au bout d'un moment, peuvent se dire si vous êtes en danger, on va en choisir d'autres en fait. Oui, quand il sera là depuis au moins, disons. On va prendre d'autres personnes qui peut-être seront plus efficaces. Et c'est lui quelques semaines avant de pouvoir tout changer quand même. Rien ne va, alors ce qu'il dit là, rien ne va dans le ministère de la Justice. C'est pas moi qui le dis, on nous accuse par là, c'est juste M. Gérald Darmanin qui le dit. Mais ça s'appelle une pierre dans le jardin de M. Dupond-Moretti qui sera sur scène pour nous donner son avis au Théâtre Marigny très bientôt. Nous avons une justice qui, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ne manque pas d'avoir la main lourde sur les trafiquants de stupéfiants, mais dont la plupart des personnes, par manque d'audience, c'est-à-dire par manque de comparution et de jugement, mettent beaucoup trop de temps à être jugés. Il y a des affaires criminelles à Paris, c'est 11 années d'attente pour être jugés. Et deuxièmement, sont libérés de leur détention provisoire parce que nous ne sommes pas capables de faire de l'audiencement dans la justice. Rien ne va dans le ministère qui m'appartient sur cette question de la drogue. Rien. Vous vous rendez compte la puissance de la phrase ? Rien ne va dans le ministère qui m'appartient sur les dossiers de la drogue. Mais c'est ce que nous disons. En fait, c'est ce que nous disons matin, midi et soir sur cette antenne. Et M. Dupond-Moretti répondait sentiment d'insécurité. Ou quand le procureur de Marseille prenait la parole pour dire on a perdu la guerre, il allait l'engueuler. Mais il nous racontera ça sur scène, M. Dupond-Moretti. C'est démago. Non, c'est pas démago parce que je trouve que ces gens qui sont ministres en décembre et qui font les gugus sur scène, je trouve que c'est pas bien. Alors je peux vous répondre quand même, non, pardonnez, vous dites tout le temps que c'est pas bien que la politique soit un métier. Et deuxièmement, je vais vous dire, le problème c'est pas qu'il fasse du théâtre, parce que le théâtre c'est noble comme la politique qui est une forme de théâtre. Le problème c'est qu'il soit certainement... 2 mois après. 2 mois après. Mais écoutez, vous voulez quoi 2 mois après au gouvernement. Voilà, le problème est qu'il était un très mauvais ministre. Pas qu'il fasse du théâtre. Peut-être qu'il sera un meilleur comédien, je n'en sais rien. J'ai bien compris. Ça, je ne reproche pas à un comédien d'être comédien. Ça, vous avez bien compris. Au contraire. Ça, mais qui change de... Non, sinon vous allez avoir des politiques. Ça montre quelque chose qui, au fond, sur le plan moral et éthique, choque. Mais on doit faire pénitence combien de temps entre le moment où on arrête de travailler dans la politique vous imaginez... je ne vais pas reprendre tout le général de Gaulle, faire un one-man show à l'imperfite 1 mois après, écoutez... Je crois qu'il a déjà fait des spectacles avant. Mais avant, oui. Que reprendre finalement son activité. Mais avant, oui. À la lumière et à la scène. Mais voilà. Mais au moment où son successeur, Gérald Darmanin aujourd'hui, dit rien ne va dans mon ministère sur la question de la drogue, vous allez avoir l'ancien garde des Sceaux sur les planches. Avouez que le message n'est quand même pas. Vous êtes vraiment étonné de la part de Dupond-Moretti. Alors Monsieur Convert, ça le fait rire. Tenez. Non, ça me fait presque pleurer. Voilà, ça le fait pleurer. La justice, elle est forte là où elle veut, puisque hier soir, à peine j'étais arrivé, ils entendaient bien les conversations téléphoniques. Je suis arrivé sur le trottoir pour parler à 8 journalistes et on m'a coffré immédiatement. On savait que j'arrivais là. Je suis sorti du taxi, hop, chargé dans le fourgon, embarqué. Voilà comment ça s'est passé. Donc la justice, quand elle veut, elle avait bien écouté. J'ai donné 2 coups de fil dans l'après-midi pour dire on se retrouve à tel endroit. Alors, vous êtes secrétaire général de la coordination rurale et vous avez passé quelques heures en garde à vue, 3 heures. Non, j'ai passé 1h30 en garde à vue. 1h30. Voilà, mais bon, enfin, pour le motif que je vous raconte, enfin, c'est à pleurer, quoi. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je venais discuter avec des journalistes sur un trottoir. J'aurais su, j'aurais dit de venir à mon hôtel. Peut-être que, je ne sais pas si j'aurais été enfermé de la même manière. Plus le droit de parler. Bon, ok. Bon, donc quand ils veulent être fermes, et là ils sont fermes, pourquoi ? Là, c'est à pas comprendre. Pour le coup, là, quand j'entends vos discours précédents, Darmanin l'année dernière, il nous traitait beaucoup mieux que ce qu'on a été traité aujourd'hui. Hein. Il n'a pas envoyé les gendarmes en face de nous. Là, aujourd'hui, les gendarmes, ils sont avec une puissance incroyable. Et je peux vous dire que dans une heure, il va y avoir confrontation. Hein. Il va y avoir de vraies images où ça va mal se passer. J'ai téléphoné dans la nuit 2 fois. Hein. J'ai les messages, heureusement, les téléphones portables. J'espère que ça va pas mal se passer. Mais ça va pas. Enfin, écoutez, comment vous pouvez comprendre qu'on bloque les agriculteurs sur une ferme ? On les a rassemblés sur une ferme pour approcher de Paris. Jamais il n'a été dit dans ce qu'on vous a dit qu'on allait bloquer la capitale. C'est pas vrai. On a dit qu'on voulait venir sur la capitale. On a demandé ce qui est négocié et qu'on essayait de négocier, c'est qu'ils nous trouvent un point de chute à Paris pour ramener les tracteurs à cet endroit-là, avec toutes les mesures de sécurité qu'ils les amènent et tout, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme il y avait eu ce grand rassemblement aux Invalides la dernière. Voilà. Bon, mais votre demande aujourd'hui, notre demande, elle est trop simple pour qu'elle leur convienne. C'est ça le problème. C'est quoi la demande ? C'est de dire, c'est ce que peut s'engager aujourd'hui le Premier ministre. On va pas attendre. C'est pas une mesure gouvernementale qui dépend du budget. C'est dire, c'est les mêmes règles pour tous les agriculteurs au niveau européen. Ça, c'est déjà pas trop compliqué, hein, de dire ce qui est autorisé dans les autres pays européens est autorisé chez nous. Et ça ne l'est pas aujourd'hui. Ben non, oui. non, ça l'est pas. Ils peuvent pas vous dire oui. Mais le président de la République, au salon l'année dernière, il disait pas de surtransposition, ça voudrait dire les nouvelles mesures, mais de dire tout le monde est aligné au niveau européen. Je pense que quand on est européen comme ils le sont, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et pourquoi ils ne le font pas ? Eh ben, vous irez leur demander. Et la deuxième mesure, c'est de dire maintenant, vous arrêtez les contrôles chez nous, et vous contrôlez les 90% de produits qui rentrent que vous ne contrôlez pas. Parce que vous êtes contrôlé en permanence. Par exemple, vous avez été contrôlé depuis... ça ne change pas. On est contrôlé. C'est en permanence, vous entendez bien. Mais en permanence, c'est-à-dire que vous avez été contrôlé récemment ? Mais tous les agriculteurs sont contrôlés systématiquement. Donc vous avez été contrôlé ? Sur la ferme, on est contrôlé sur plusieurs points. On est toujours contrôlé sur plusieurs points. Mais qui vient ? Moi, je ne comprends pas. Qui vient ? Il y a quelqu'un qui vient un matin et qui contrôle. Oui, mais par exemple, ce qu'on appelle les fameuses primes PAC, les primes qui viennent de l'Europe, celles-là. Bon, les contrôles, c'est normal que les contrôles soient faits, mais si un contrôle est engagé, on vous bloque les primes. Bon, ça, on a réussi normalement à y faire évoluer pour l'avenir, de dire c'est pas parce que le contrôle est engagé qu'on supprime les aides. Les aides, c'est plus que le revenu d'une année. Donc on sait qu'on met tout de suite les agriculteurs la corde au cou. Enfin, les deux mesures qu'on demande ne sont pas d'ordre budgétaire. Donc s'ils ne veulent pas accepter ça, comment leur faire confiance pour le budget, pour la loi d'orientation agricole ? Foutaise, ils veulent tuer l'agriculture. Bon, restez avec nous, on est déjà en retard, me dit Marine Lançon, ce qui m'étonne parce qu'il n'est que 9h22, mais je salue Thomas Hill. Enfin ! Ah non, vous avez la belle vie, vous, 15 jours de vacances en plein.